L'ALBA, c'est le contraire de l'Union européenne. Voilà, alors Donc- parlons ça. Pour ceux qui ont voté Maastricht et qui prétendent soutenir Chavez, je leur indique que Chavez au pouvoir, lui, n'a pas voté Maastricht, il a fait l'ALBA. Et d'ailleurs, l'ALBA qui s'est opposé à l'ALCA. C'est-à-dire que l'ALCA, c'était le projet, c'était l'Union européenne américaine, l'ALCA. En 2005, au Rio de la Plata, cet ALCA a été complètement déboulonné par Hugo Chavez et ses nouveaux alliés, les nouveaux présidents qui arrivaient de gauche, cette vague qui arrivait. Ils ont déboulonné ça, ils ont créé l'ALBA. Moi, je me souviens très bien d'une anecdote que racontait assez souvent Chavez, c'est que l'ALCA, quand il arrive au pouvoir, c'était déjà il y avait des rapports qui sortaient, ils voulaient faire l'ALCA, les États-Unis, c'est-à-dire une zone de libre-échange au niveau américain. Canada, États-Unis, plus Voilà. tous les pays d'Amérique du Sud, Voilà. latine. Donc l'Union européenne, américaine. Et donc Chavez, il était dans une grande réunion avec une grande table, il raconte. Il était tout seul là, avec que des gens, des inconnus, puisqu'il venait d'arriver au pouvoir. Et en fait, cet ALCA est proposé, machin, et puis il y a un vote qui arrive pour oui, pour ou contre une résolution ou quoi que ce soit, ou je sais plus quoi. Et lui, c'est le seul à lever la main pour dire je suis contre. Contre le Venezuela et un autre pays, Cuba. Ils étaient tous les deux seulement à être contre ce grand projet de libre-échange au niveau américain. Et, et là, Fidel Castro a écrit un message, il l'a fait parvenir à Chavez sur la table. C'était enfin, je ne suis plus le seul diable à cette table. Et donc, ça montre bien que quand Mélenchon vote Maastricht, Chavez, lui, il vote contre le Maastricht sud-américain. Et lui, il crée l'ALBA. Et l'ALBA, en fait, c'est un petit pied de nez à l'ALCA, vous voyez. Ils ont changé une lettre et en fait, l'ALBA, ça veut dire l'aube. Ça veut dire l'aube en espagnol. Et ça veut dire, en fait, c'est un acronyme, ça veut dire l'Alliance bolivarienne pour nos peuples d'Amérique. C'est ça. Et en fait, c'est une alliance entre pays souverains qui s'échangent sans monnaie, sans intermédiaire monétaire, des biens. Des biens, c'est ça. Mais c'est absolument révolutionnaire parce qu'ils utilisent, vous savez, les pays sont obligés d'utiliser le dollar en fait dans leurs échanges internationaux. C'est ce qui fait qu'il y a une inflation très forte au Venezuela. Hein. C'est à cause du dollar. Et donc il faut que Pierre Hilard comprenne que si Chavez a voulu créer le soucle, qui est une monnaie d'échange international entre pays sud-américains, c'est pour sortir de la domination du dollar, pour essayer de résoudre les problèmes internes à chaque pays d'inflation. Et c'est pas du tout une contre-monnaie, une monnaie impériale. Voilà, une contre-monnaie mondialiste au dollar. C'est pas la jambe gauche du mondialisme. Il faut que Pierre Hilard le comprenne. Mais donc il a créé l'ALBA, qui est intégré par 7 ou 9 pays, je sais plus. Donc, les plus éminents, c'est bien sûr Cuba, Venezuela, Équateur et Bolivie. Et donc, par exemple, la Bolivie apporte du soja. Et en échange, elle a du pétrole et des médecins. Voilà, les autres apportent des proches, je sais plus quoi, etc. Donc c'est ça en fait, c'est ce que chacun sait faire de mieux. Il l'échange avec les autres, mais sans intermédiaire monétaire. Et sans intermédiaire monétaire, donc une espèce quand même, alors là, on est quand même dans la révolution dans les échanges internationaux, les rapports entre les nations, ça s'est jamais vu, ça. C'est une expérience singulière sur toute la planète, des pays qui échangent sans rapport monétaire, mais... on va dire, Le seul lien, c'est le sentiment de fraternité entre eux. Ouais. C'est-à-dire un lien historique et culturel qui les unit, et linguistique, et un sentiment de lutter contre un empire qui est omniprésent. Et donc ça fait qu'en réaction, en fait, ils ont conscience de cette domination, chose qui n'est pas le cas en France. Ouais. En France, les Français n'ont pas conscience d'être sous domination impériale. Ah non, pas du tout. C'est vraiment la grosse c'est le différence. Problème. Alors qu'il suffirait qu'ils allument la radio et qu'ils comprennent que 90% des musiques sont en anglais, ça devrait les faire tilter sur que, si c'était la même chose en chinois, si toutes les musiques, 90% des musiques à la radio étaient en chinois, ils comprendraient peut-être, les Chinois nous dominent. Mais en fait, comme c'est de l'anglais, ils ne le comprennent pas. Ils y sont habitués. Mais dans un siècle, ce sera du chinois. Mais ils le comprendront pas parce qu'ils seront dedans en fait. Ils seront habitués. Mais il faut leur dire, mais non, c'est pas normal que ce soit comme ça. Normalement, on est en France, donc. Alors, d'ailleurs, de ce point de vue, du point de vue de la domination culturelle, Hugo Chavez faisait énormément pour. À chacune de des réunions publiques du parti où que Chavez s'exprimait, il y avait, je sais pas si vous voyez, il y a de la musique, de la savane, de la musique traditionnelle de la région où est né Chavez. Et il chantait comme ça en direct avec son peuple et il y avait ce lien. Oui, voilà. Et bien figurez-vous qu'avec Maduro, ça a disparu.
C'est-à-dire que dans les réunions officielles du parti, c'est de la musique commerciale. C'est plus de la musique traditionnelle vénézuélienne. Moi, je connais une Vénézuélienne qui me disait, on a perdu ça, mais on a perdu ça, mais c'est le début de choses plus importantes qu'on va perdre. On va perdre tout ce que nous a donné Chavez, en fait. Il n'y a plus de la musique des Llanos, on appelle ça la musique de la savane, des plaines. Il n'y a plus ça, et c'est un signe. Et alors clairement, là justement, pour enchaîner, parce que tu m'as parlé de Maduro. Maduro, donc on peut vraiment dire qu'il est dans la ligne droite de Chavez ou... Alors en fait, Maduro, il a un problème, il a des problèmes particuliers inhérents à sa situation, qui est que vous savez qu'en Venezuela, il y a la possibilité de faire un référendum révocatoire. Oui. Je n'en ai pas parlé, là je le dis. 25% des élus, des inscrits sur les listes électorales peuvent convoquer un référendum révocatoire contre le président ou même contre n'importe quel élu de la République, depuis le maire, les élus locaux jusqu'au président. D'accord, on peut le virer, il ne plaît pas. Voilà, on est ça aussi, c'est très comme un employé. Ouais, d'accord. Limoger totalement un président de la République parce qu'il fait mal son boulot, à mi-mandat, au bout de 2 ans et demi. On a le droit de limoger quelqu'un, de révoquer le mandat présidentiel du président. Sous réserve de réunir 25% des signatures. Donc en fait, il faut réussir. Voilà. Ce qui est un seuil très élevé. Hein. Étienne Chouard explique que c'est un seuil déjà très élevé, mais bon, le fait que ça existe, c'est déjà beau. Mais donc Maduro, en gros, dans 2 ans et demi, dans 3 ans, il va avoir un référendum révocatoire. Parce que vous avez vu, il a gagné les élections à 50,6. Ouais. Il a failli ne pas gagner les élections. Donc il est fort probable, se sentant très fort, l'opposition, que dans 3 ans, il convoque un référendum révocatoire. Alors l'opposition, en plus, en Venezuela, elle est, le leader, c'est Capriles, c'est ça C'est Capriles, tout à fait. Le fameux Capriles. Capriles, c'est le Venezuela d'avant Chavez. Voilà, c'est une famille très riche, apparemment, il vient d'une famille... C'est Hollande, c'est la même chose, ouais. C'est François Hollande, je ne sais même pas s'il vient d'une famille riche, soutenu, voilà, une espèce d'oligarchie, mais en plus, il est complètement, évidemment, soutenu par les États-Unis, Israël, etc. Bien sûr, il est soutenu par Israël, soutenu par les États-Unis, lui, son projet, clairement, c'est écrit dans son projet qu'il faut le lire, qu'il a soumis en 2012 aux Vénézuéliens et pour lequel il a perdu, de peu. Privatisation de PDVSA, fondamentale. Alors lui, il dit, en fait, il enrobe ça, parce qu'ils sont un peu plus malins que ça, il dit, non, mais moi, je suis pour le progrès, je maintiendrai les missions. Vous ne perdrez pas vos médecins cubains si vous votez pour moi. En réalité, les promesses n'engagent que ceux qui les écoutent. La première chose qu'il va faire, s'il privatise PDVSA, ce qui va se passer, c'est que l'argent du pétrole ne va plus arriver au fond de l'Aisne. Il n'y aura plus d'argent pour les... Donc en fait, ça va, peut-être que ça va rester, mais ça va se délabrer totalement en quelques années. Et il n'y aura plus de mission au bout de quelques années. Quoi. Et donc, il trouve quand même écho dans la population, puisqu'il a failli se faire élire, donc ça veut dire quoi Et oui, c'est vrai, il y a un écho dans la population, parce que les gens sont matraqués aussi, comme chez nous, par les médias, par la télé. C'est un matraquage encore plus violent que chez nous, qui est en partie dû au fait que Chavez n'a pas réussi à résoudre un certain nombre de problèmes, dont la violence, dont l'inflation. Et que les gens, une partie de la population en a marre, ça c'est vrai. Une autre partie de la population a accédé grâce à Chavez à la classe moyenne. Vous voyez le taux de pauvreté qui est passé de 50 à 25. Ces gens-là qui sont sortis de la pauvreté, tout d'un coup ils ont des problématiques de bourgeois en fait, enfin de nouveaux bourgeois, de classe moyenne. Et la classe moyenne, la révolution, l'être humain n'est pas connu pour être très reconnaissant, on va dire. Je ne sais pas si vous connaissez l'histoire de Robespierre, mais c'est un peu ça qui s'est passé aussi. Donc du coup, les gens ont tendance à passer du vote révolutionnaire au vote de droite, conservateur sur le plan économique. Oui, sur le plan économique, mais c'est vachement étonnant parce que ce Capriles, quand on voit son CV, il a un CV d'agent d'influence presque. Oui, bon, ça c'est un pion, ça aurait pu être un autre. Disons que Capriles en soi n'est pas important. Oui. Ce qui est important, c'est ceux qui le financent par derrière. Et tout le monde sait très bien que c'est les États-Unis qui financent, via l'USAID, financent l'opposition vénézuélienne. Via des ONG, ils trouvent toujours des mécanismes comme ça un peu obscurs pour financer les oppositions sud-américaines à ces dirigeants-là. Donc ça, c'est pas du tout étonnant. Capriles, c'est un épiphénomène. Ce qui compte, c'est que le Venezuela, c'est ce que disait Fidel Castro à Chavez, toi, ton Miami, il est chez toi.
disait fidèle à Chavez. Dans le sens, moi, Miami, je les ai virés, c'est-à-dire que moi, à Cuba, on est souverain. Enfin, j'ai pas d'opposition à Cuba. Toi, ton Miami, il est à l'intérieur de chez toi. Tes opposants très violents. Tes opposants, oui, ah oui, voilà, les fameux opposants cubains de Miami. Tes opposants super virulents et très. Il se faisait insulter quotidiennement, Chavez, à la télé. Hein. D'ailleurs, il faudrait peut-être revenir sur le fait qu'on accuse systématiquement Chavez d'avoir fait fermer une chaîne de télévision. Ah, bon, j'enfonce des portes ouvertes parce qu'en réalité maintenant les gens savent que c'est faux. Il n'a pas fait fermer, elle est toujours diffusée sur le câble. Et en plus, cette chaîne avait appelé directement au coup d'État. Donc en fait, dans n'importe quel pays du monde, le gouvernement n'aurait même pas attendu les 5 années, je crois qu'il a attendu 5 ans, en 2007. 2002, donc 5 ans. 5 ans pour où le contrat a continué à courir sans que l'État n'intervienne. Voilà. Et après, au bout de 5 ans, ils n'ont pas renouvelé le contrat de diffusion. Mais en fait, en France, ça se serait produit. Ça serait fermé depuis très longtemps. Mais ta TV aurait été fermée immédiatement. Depuis très longtemps, voilà. Depuis très longtemps. Bon, on a vu ce qui est arrivé, ce pauvre qui a mis Hollande d'émission avec son site internet. Il n'a pas fait 3 pentes sur le périph'. Alors, j'ose pas imaginer si on appelait au coup d'État. Au coup d'État. Et au meurtre, apparemment, de Chavez. Au meurtre de Chavez, directement, bien sûr. Et puis à l'insulte quotidienne. Voilà, il paraît qu'il y avait des insultes, des flots d'insultes contre Chavez sur ses télévisions, que c'était une propagande absolue. Bien sûr. Donc il a été particulièrement tolérant de Chavez, finalement. Par contre, là, ça ne choquait personne en France. Que Chavez soit insulté quotidiennement de singes, de gorilles, de sous-hommes. Personne n'est choqué, en fait, là. Quand c'est un dirigeant qui défend son peuple, là, c'est... Par contre, quand c'est une ministre de la justice française qui se fait insulter, là, c'est tout le monde sort, tout le monde... Mais quand c'est là, en fait, c'est le 2 poids 2 mesures, systématique. Hein. Ouais, c'est en fonction de qui tu défends, comment tu seras, toi, perçu par les élites européennes, occidentales. Les intérêts qui les concernent bien. Alors allez, on prend un peu de hauteur sur ce zoom sud-américain. Et il y a d'autres présidents aussi, parce qu'on avait dit qu'on allait faire un petit tour aussi des changements. Alors voilà, on va voir, par exemple, en Bolivie, il y a eu Evo Morales, il y a encore bien sûr. Grand changement en Bolivie. Alors Evo Morales, c'est le plus proche allié avec Fidel Castro, ce sont les 2 plus proches alliés de Hugo Chavez. Voilà. Donc Morales, alors moi je vous dis sincèrement, je connais pas bien la Bolivie, je peux pas en parler, j'y suis pas allé, j'ai pas étudié le sujet à fond. Ce que je sais, c'est que il vient du syndicalisme, Evo Morales. Il a mis en place des politiques de nationalisation des hydrocarbures et de nationalisation des... Voilà, ça ressemble beaucoup à Chavez, sur ce point-là. Il a nationalisé une filiale espagnole qui exploitait l'électricité, qui est des entreprises électriques en Bolivie. Il a nationalisé ça, il a fait plusieurs choses très courageuses. Coca-Cola et McDo dehors aussi. Ouais, c'est aussi parce que ça fonctionnait pas. Il les a pas mis dehors, c'est parce que ça fonctionnait pas. Mais Coca-Cola, Chavez voulait le faire aussi. Hein. Il a dit on va virer Coca-Cola, c'était un de ses projets. Mais pas McDo par contre, il y en a énormément de McDo au Venezuela. Et donc du coup, Evo Morales, c'est un dirigeant... je pense qu'il faudrait... moi, je me dis, il faudrait que j'essaie d'aller en Bolivie parce que finalement, c'est l'équivalent de Chavez, mais je vous dis, c'est la personne qui était la plus proche de lui sur le continent. Donc j'aimerais beaucoup le rencontrer. Alors d'accord, après il y a Cristina Kirchner. Cristina Kirchner, disons qu'elle a été réélue plusieurs fois. Hein. Evo Morales aussi a un très fort soutien populaire, il a été réélu à 63% la dernière fois. Ouais, voilà, énorme. Donc c'est énorme. Et Cristina Kirchner, c'est un peu pareil, elle a été élue, donc c'est la 2e fois qu'elle est élue, 2011. Elle a nationalisé dernièrement les hydrocarbures. Ça c'est un signe. Et ça c'est vraiment le curseur absolu. Curseur absolu, les hydrocarbures, donc les ressources naturelles et la banque. Chavez s'est attaqué aux banques frontalement. Donc en les obligeant à financer le développement, en nationalisant certaines banques trop récalcitrantes, en les nationalisant, en menaçant les autres. Vous voyez ce que j'ai fait à Banco de Venezuela? Je vous le ferai à vous si vous obéissez pas à ce que je vous dis. Il a réclamé son or aussi, ça Il a réclamé son or qui était placé dans des banques américaines. Dans des banques américaines et anglaises. Ouais. Il a dit maintenant l'or il revient au Venezuela. Donc maintenant du coup, grâce à Chavez, les Vénézuéliens détiennent leur or dans leur propre sol. Et puis
Donc Kirchner, ouais, c'est quand même plus nuancé. Hein. C'est pas non plus Hugo Chavez. Hein. Bien sûr, ouais. Mais en tout cas, elle se réclame du péronisme, et ça c'est très courageux. Quand on connaît ce qui est Péron, elle se réclame du justicialisme, donc l'idéologie du général Péron et de Evita Péron évidemment. Donc c'est une femme sur le plan international qui est courageuse aussi, qui prend des positions courageuses contre les États-Unis. Vous savez, les Argentins sont sortis d'une crise très grave en 2001, début des années 2000. Vous avez dû voir ça, les casses de effondrement absolument de l'économie, les banques, les gens qui étaient ruinés. Nestor Kirchner, mari de Christina Kirchner, a dit on va répudier la dette, enfin on va faire un audit et on va pas rembourser une partie de notre dette. Et on vous emmerde. Donc en gros, c'est ce qu'il a fait, ça a fonctionné. C'est ce que nous devrions faire en France. D'ailleurs, peut-être qu'on sera obligé de le faire, mais c'est effectivement... Non, mais il ne faut pas être obligé de le faire, il faut le faire. Enfin, il ne faut pas attendre d'y être obligé pour le faire. À mon avis, il faut le faire. Donc, c'est ce qu'a fait Nestor Kirchner, et donc du coup, il a bénéficié, lui, d'une popularité phénoménale grâce à ça, et dont a bénéficié ensuite sa femme, qui était députée à l'Assemblée nationale à l'époque où son mari était président. Donc, du coup, elle a repris la suite, et elle a été réélue une deuxième fois. Avec des scores, bon, genre 50%, hein, c'est pas non plus... mais soutenu par la moitié de sa population, comme Chavez. Et elle a nationalisé dernièrement filiale espagnole qui gérait l'exploitation de pétrole en Argentine. Donc moi, j'ai rien à dire. Voilà, donc ça... Alors, il y a aussi un président très emblématique, c'est le président de l'Équateur, Rafael Correa. Alors, Rafael Correa, avec sa révolution citoyenne, je connais pas bien. C'est la référence de Mélenchon, hein, Correa. Mais lui aussi, il a l'air de déranger l'Empire. On a tenté de le renverser. Il y a eu un coup d'État à son encontre. Ouais, par rapport à la police, oui, c'est vrai. Ouais. Mais sincèrement, je ne connais pas bien. Mais ce que je sais, c'est qu'il a été formé à Harvard. Donc, il a une formation d'économiste, hein, très classique. Bon, c'est un keynésien. D'un point de vue économique, c'est pas un marxiste, Donc, c'est plutôt un technocrate keynésien qui fait des choses courageuses, très courageuses. Par exemple, l'audit qu'il a fait sur sa dette et le refus de rembourser une partie de la dette, c'était courageux, il l'a fait. Maintenant, lui, il a un problème spécifique, c'est la dollarisation de son pays, c'est-à-dire que c'est le dollar qui est en vigueur en Équateur. Donc ça, il est lié par ce dollar, il est lié au taux de change du dollar américain, donc il n'a pas les mains libres dans son économie. Il est dans une situation compliquée que je ne connais pas bien, pas en profondeur. Mais je sais que il est moins radical qu'Hugo Chavez. Oui, bien sûr. Beaucoup moins radical. Mais il fait partie de l'ALBA, son pays, quand même. Oui, bien sûr. Et puis il a pris des positions. Bon, on a vu qu'il avait accueilli. Il a en tout cas donné l'autorisation à Julian Assange d'être... ouais, comme l'ensemble des présidents. Voilà, de lui donner l'asile politique, etc. Bon, à l'époque, il y avait eu quand même une grande tension internationale au moment où l'Angleterre avait voulu intervenir dans l'ambassade équatorienne à Londres, où tous les pays sud-américains ont parlé d'une seule voix à l'époque en disant attention, là, vous franchissez une grande ligne rouge, si vous faites ça, nous, en tout cas, on ne peut plus vous garantir la sécurité des ambassades britanniques sur le continent sud-américain. Je veux dire, c'est une tension extrême quand même. Il faut une tension extrême, bien sûr. Non, pas de souci, c'est un président courageux. Mais je ne connais pas suffisamment bien et moi je suis par nature assez méfiant, donc là je ne sais pas. D'accord. Alors il y a un autre président qui nous intrigue beaucoup, c'est le président de l'Uruguay. Qui est un ovni. Qui est un ovni absolu, tellement moi je le trouve très attachant. C'est José Mujica. Mujica, voilà. Donc lui, c'est un ancien guerrilleros. Il a connu Chavez avant d'être président, quand il était déjà dans la lutte politique armée. C'est très intéressant de voir ces liens avant pré-présidentiel. Et en fait, il vit carrément dans une ferme, dans la ferme de sa femme. D'accord. Il a refusé de vivre dans le palais présidentiel. Donc il vit dans une ferme aux alentours de Montevideo. Il vit avec simplement il se verse 800 € par mois. Par mois, voilà. Alors qu'il refuse de percevoir les 9/10 de son salaire. Et qui redonne à des associations. Voilà, ouais. Par contre, alors de ce point de vue-là, c'est très bien ce qu'il fait, il n'y a pas de souci, mais
Chavez se payait 600 € par mois, lui. Chavez doit se verser le salaire minimum vénézuélien. Et ce salaire minimum, il le divisait en 2 bourses étudiantes. Donc ce que fait Mouric, en fait, Chavez le faisait déjà. D'accord. Mais c'est parfait, hein. Moi je suis totalement pour ça. Hein. Mais c'est extraordinaire ce continent sud-américain qui est en train de, je veux dire, politiquement se métamorphoser, devenir un espèce de laboratoire un peu à ciel ouvert pour tous les pays du monde, de grands changements politiques, en tout cas à l'échelle nationale. Bien sûr, mais c'est pour ça qu'on n'en parle pas en France dans les médias, c'est pour ça. Oui, non. Parce qu'on aurait trop d'exemples à tirer de ce qui se passe en Amérique du Sud, trop, ils sont très créatifs. Ils n'ont pas peur de... Vous imaginez Chavez quand il affronte l'Empire directement? Et puis même au-delà des États-Unis, Chavez disait ces 4 vérités en face à Israël. Ah oui, alors, ça c'est extraordinaire, oui. Alors moi là pour ça, là il y a une vidéo. Il y a une vidéo parce que... Cette vidéo elle s'intitule, mon cher Stéphane, elle s'intitule Chavez, maudit sois-tu, État d'Israël. Chavez, alors parce que Chavez sur l'Israël, c'est quelque chose, il était très virulent et avait des positions très courageuses parce que il y a très peu de pays, hein, comme vous le savez, qui osent se lever publiquement contre Israël. En tout cas, très peu de présidents qui prennent des positions. Puis là, en l'occurrence, c'est viscéral, c'est très profond. Eh bien, on va regarder ça tout de suite et puis on revient juste après. Ustedes no ven el imperio yanqui. Ustedes no ven la masacre que el Estado genocida de Israel cometió contra un grupo de pacifistas que iban llevando una carga humanitaria al pueblo palestino que está en Gaza, rodeado por todos lados por Israel. No les permiten ni agua. Masacraron una gente ahí, ustedes lo vieron, ¿verdad? Bueno, vean ustedes Estados Unidos. Estados Unidos lo que dijo es que está preocupado. Están preocupados. Imagínense, Alcalá, Dios nos libre, que eso hubiera ocurrido en aguas venezolanas. Ya estaríamos invadidos. Tengan la seguridad que ya nos hubieran invadido. Pero no, como es Israel, se le permite de todo. Entonces, ese es un ejemplo de doble moral. El gobierno de Obama condena el terrorismo, siempre y cuando no sea cometido por ellos mismos. Por ellos, Estados Unidos o sus aliados, Israel. Nos acusa a nosotros, a mí me acusan de patrocinar el terrorismo. Son ellos los que patrocinan el terrorismo. Aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. Maldito seas, Estado de Israel. Maldito seas, terroristas y asesinos. Y viva el pueblo palestino. ¡Viva! Pueblo heroico, pueblo bueno. Ahora, fíjense ustedes, la oposición venezolana no ha dicho ni nada contra Israel. No, que Israel financia a la oposición venezolana. Financia la contrarrevolución. Incluso hay grupos de terroristas israelíes del Mossad que andan detrás de mí, tratando de matarme. Tratando de matarme. Esa es una de las amenazas que tenemos nosotros. Solo que los tenemos controlados. Sabemos dónde se mueven en las islas del Caribe. Tenemos muchos amigos en todas partes, pues. Y ellos no son invisibles. No son el hombre invisible. Y son torpes también, la mayor parte de las veces. Están acostumbrados a pelear contra indefensos como esta expedición humanitaria. A medianoche les cayeron en helicóptero, ráfagas de ametralladora, una gente que estaba durmiendo, seguramente la mayoría, en aguas internacionales. Es un crimen de guerra. ¿Dónde está la Corte Penal Internacional?
¿Dónde están las Naciones Unidas? ¿Dónde está la justicia en este mundo, por el amor de Dios? ¿Dónde está la justicia? Meta TV, comme tous les soirs, 21h, minuit et même pas d'heure, parce que aujourd'hui c'est samedi, donc émission exceptionnelle avec Vincent Lapierre. Je dois dormir quand même. Hein. Économiste, spécialiste du Venezuela. Traducteur de Chavez. Et traducteur de Chavez. Réalisateur d'un documentaire. Ah oui, alors ça aussi, on va en parler de ton documentaire, parce que justement, il y a des questions. Alors là, on va répondre un peu, parce que il y a énormément de questions sur le chat. On ne pourra pas répondre à tout le monde, mais on sait que vous avez été particulièrement, on va dire, prolifique et en tout cas inspiré donc, par ce sujet de Chavez. Alors, on va prendre quelques questions. Alors, quelles questions on pourrait prendre alors, pourquoi... Ah, voilà. Alors, apparemment, il y a un grand débat qui s'est engagé sur, on va dire, entre les internautes, sur un peu savoir en France qui serait l'héritier de Chavez, un peu. Alors, on nous cite Soral, on cite Asselineau, Philippot... ouais, bah écoutez... Farage, Nigel Farage. C'est-à-dire que moi, j'ai une vision assez pragmatique des choses. Moi, j'ai traduit énormément Hugo Chavez, comme vous le savez, j'ai fait un gros travail. Et ce travail, par qui a-t-il été relayé? Moi, je pose la question. Il a été relayé par Égalité et Réconciliation, principalement. Moi, je leur ai rien demandé. Hein. Ils le relayaient eux-mêmes. Donc, je me dis, si des gens relaient la voix d'Hugo Chavez, c'est qu'ils s'y sentent au moins proches idéologiquement. D'accord. Et c'est vrai que ça rejoint leur histoire de gauche du travail, droite des valeurs, ça rejoint un peu la description que j'ai faite tout à l'heure de conservatisme sociétal et révolutionnaire d'un point de vue économique. La vision est assez cohérente de ce point de vue-là. Après, sur les questions de personnes, Soral, est-ce que Soral c'est Chavez? Non, Soral c'est pas Chavez. Ni même, je sais pas qui disent. On parle d'Asselineau, de Philippot, de Nigel Farage. Bah, je laisse le soin à chacun de se faire son opinion. Ce qu'il faut déjà, c'est bien comprendre la pensée d'Hugo Chavez, qui est une pensée assez complexe. Et puis ensuite, voilà, moi, qu'est-ce que je peux dire? Donc, déjà, Farage, j'aime beaucoup. Moi, tous ces gens-là, je les aime beaucoup. Hein, donc, Asselineau, il est très pertinent. Oui. Soral aussi est très pertinent. Mais tous en fait apportent leur pierre à l'édifice. Il n'y a pas à rechercher chez eux le Chavez français. Ils aident tous à l'émergence d'un Chavez français, je pense, plutôt. Oui, alors c'est vrai que voilà, alors il y a vraiment ce débat en plus entre les là, bon, il y a un énorme débat qui s'est engagé sur le chat, on va dire, entre des Soraliens et d'autres personnes, puisque Asselineau, Chavez, faut pas déconner non plus, le proche du concept de chavisme, c'est Chouard, ni de droite ni de gauche, vraiment. Voilà, les gens qui pensent que Chouard est le plus proche des idées de Chavez, d'autres qui pensent qu'effectivement... Bah ouais, c'est possible. Moi, je pense que c'est l'ensemble, le meilleur de chacun qui est le plus proche de Chavez. Alors là, on parle, alors voilà, il y a quelqu'un qui fait une référence, qui parle des révolutionnaires du 18e en nous disant que tous ces gens-là étaient effectivement des francs-maçons. Comme, on le rappelle, Simon Bolivar, c'est notoire. Oui, Simon Bolivar était franc-maçon, mais bon, les 2 siècles. D'une part, il y a 2 siècles, c'était pas la même chose. Ouais. Et d'autre part, Robespierre n'était pas franc-maçon. Ah, ça, on avait une information contraire. Robespierre n'était pas franc-maçon. Ah non, Robespierre n'est pas franc-maçon. Pourtant, on a toute la... Non. Alors là, je suis certain. Catégoriquement sûr. Bon, bah alors Robespierriste. Il faisait partie d'un groupe de réflexion, il déclamait des poèmes, ça s'appelait les Rosati. Oui. Mais qui n'était pas un groupe, c'était pas une loge maçonnique, c'était et puis d'ailleurs c'était avant qu'il soit député à la Constituante. D'accord. Mais donc oui, je suis un grand fan de Robespierre, j'ai lu énormément sur lui. D'accord, parce qu'on avait tous le sentiment que Robespierre, beaucoup de gens pensent qu'il était franc-maçon. Non, bah, c'est une rumeur. C'est une rumeur. Bon, rumeur. Dissidence n'est pas résistance, c'est du partisanisme et tous les partis merdiaisés sont européistes ou alter-européistes sans exception du NPA ou FN. Oui, bon, c'est un peu ce qu'on a décrit, donc pour lui, carrément, il n'y en a pas. Pour lui, il n'y a pas d'équivalent politique entre ce qui se passe en France et ce qui s'est passé au Venezuela.
Chavez, une Europe des nations viciée depuis la base par les USA, sionisés jusqu'au tronc. Oui. Chavez, lui, c'est un nationaliste. De toute façon, tu nous l'as bien dit, mais dans le sens nationaliste et internationaliste. En fait, dans le seul sens qui existe. Qui existe, finalement. Et ouais. pas dans le sens totalement galvaudé Ouais. que prête à ce mot l'extrême gauche. D'accord. D'ailleurs, les révolutionnaires purs de la Révolution française étaient nationalistes, c'était des patriotes nationalistes. D'accord. On ne peut pas mentir. Alors, on ne peut pas aimer Mélenchon et les communistes pour beaucoup de raisons, mais arrêtons de se laisser brouiller les lignes qui sont claires. Quand on voit les alliances internationales de Soral et de ses amis, ce ne sont pas avec les militants du PSUV, mais avec les Oustaki boliviens. Bon, ça c'est certainement quelqu'un du front de gauche qui dit Je sais ça. pas. C'est un peu la ligne de dire que finalement, nous sommes plus la résistance que les autres, qu'on ne peut pas dire que les autres soient résistants. Bon, ça reste... Peut-être, mais alors à ce moment-là, pourquoi Mélenchon appelle-t-il à voter pour François Hollande? Oui. Pourquoi Mélenchon appelle-t-il à voter pour François Hollande? C'est clair. C'est un peu contradictoire. Non, mais tu peux pas, c'est hallucinant. Surtout pour annoncer sa défaite, où là, il y a 2 semaines, en disant oui, Hollande maintenant va se mettre. Il sent le vent tourner aussi. Il peut gesticuler, mais ça sert à rien. C'est au moment où les choses se présentent qu'il faut agir. Oui, quand voilà. il était ministre de Jospin et que le gouvernement français n'a jamais autant privatisé que sous Jospin, Ouais. lui, il s'est pas opposé, il s'est pas levé, il n'a pas démissionné. Il est resté. Alors qu'on a privatisé, il faut le savoir, France Télécom, Air France, les autoroutes du sud de la France, sous Mélenchon. Mélenchon était ministre de la République. Ouais, bien sûr. Donc maintenant il peut gesticuler, mais c'est au moment où les choses, les événements politiques se présentent à soi qu'il faut réagir. C'est pas après, il dit 15-20 ans après. Quand il faut voter Maastricht, il dit j'ai voté pour pas froisser le vieux, en parlant de Mitterrand. Mais c'est quoi cet argument politique? Alors à ce moment-là, Chavez, au moment où il y avait l'ALCA dans la grande table là, ils m'ont impressionné, alors j'ai voté pour. Non mais non mais on est où là? Ouais. Sincèrement, quand on compare Mélenchon à Chavez, on compare deux choses qui sont pas dans la même catégorie, mais pas du tout. Ils combattent pas dans la même catégorie. Il y en a un qui est honnête, qui agit, qui affronte les événements comme il doit le faire, et l'autre qui subit, qui se compromet, qui est mou, et qui en fait sert le système par son comportement. Oui, voilà, parce que c'est un peu ça. C'est une voie de garage, c'est une impasse. Le père Mélenchon, on peut dire que vraiment, là, tu nous as démontré, vraiment, de A à Z, qu'il est aux antipodes de Chavez, puisque déjà, de base, je veux dire, la nature même de Chavez, sur quoi Chavez s'appuyait, sont précisément ce que combat Mélenchon, puisque Mélenchon combat la nation, Mélenchon combat la religion, et puisque franc-maçon est donc anti-religion, anticlérical par nature, il combat la nation par nature, puisque mondialiste, mondialiste, donc non pas du tout internationaliste, et puis antimilitariste par nature, et puis souvent Mélenchon, et ce qu'on reproche souvent à l'extrême gauche, c'est pour ce qui est de la politique internationale, de se greffer comme ça dans la politique de l'Empire sans vraiment l'affirmer peut-être aussi frontalement des fois que les autres partis, de dire oui, nous sommes pour la guerre en Syrie, mais ils vont dire alors nous non, pas la guerre, mais d'une autre façon, etc. Mais c'est une façon quand même de glisser. Hein. Et du coup, moi, ça, en fait, si vous voulez, j'ai des contacts au Venezuela, avec notamment la chaîne nationale vénézuélienne, et je sais, par ces sources-là, que le parti de gauche, via l'ambassade du Venezuela en France, a fait censurer mon documentaire. En plus, c'est même pas mon documentaire, c'est la bande-annonce du documentaire que je suis en train de produire avec Contre-Culture, en collaboration avec un ami, Stéphane, webmaster du site d'égalité et réconciliation. Donc ce sont eux qui m'aident. Le parti de gauche, pas le front de gauche, le parti de gauche a fait censurer mon documentaire au Venezuela, ce qui est quand même extraordinaire. Moi, je cherche à promouvoir la parole d'Hugo Chavez en France. Non seulement je cherche à le faire, mais je l'ai fait. Dans la réalité, concrètement, j'ai passé des milliers d'heures à traduire Chavez, à l'écouter, à le traduire, à monter, à diffuser. Et ces gens-là me combattent. Ils combattent. D'ailleurs, ce que je propose, c'est qu'on regarde la bande-annonce de ce documentaire, qui s'appelle Hugo Chavez, le dernier voyage. Et
et vous verrez que si quelqu'un voit quelque chose d'anti-chaviste dans cette bande-annonce, qu'il me le dise. Alors oui, certainement pas anti-chaviste, mais dans les codes français, donc t'es quoi? T'es un facho horrible. Ah oui, moi je suis un facho. Moi je suis un méchant. J'ai jamais... Tel que vous voyez là devant vous, vous avez, je sais pas, un fasciste, quelqu'un qui est contre le bien, contre la justice. C'est hallucinant l'image qu'ils arrivent à coller sur quelqu'un qui a traduit Hugo Chavez. Donc voilà. Donc bon bah nous aussi on a un peu cette réputation, donc ça va, on va bien s'entendre. Ouais, on va regarder cette vidéo donc qui présente donc son. Alors il va sortir quand ce documentaire? Alors ce documentaire sort théoriquement le 5 mars 2014, qui est la date anniversaire de la mort de Hugo Chavez. Eh ben super, donc le 5 mars 2014, hein, d'ici là on se donnera de toute façon rendez-vous sur Meta TV pour suivre ça. En tout cas, en attendant on se regarde la bande-annonce, Le Dernier Voyage, c'est comme ça que ça s'appelle. Le Dernier Voyage d'Hugo Chavez. Le Dernier Voyage d'Hugo Chavez. À vous la régie, on revient juste après. Queridos compatriotas que nos escuchan y nos ven en todo el territorio de la patria y nuestros hermanos del mundo. Hoy, 5 de marzo, luego de haber acudido a la reunión del Consejo de Ministros y de la Dirección Político-Militar de la Revolución, nos dirigimos aquí a las instalaciones del Hospital Militar de Caracas a seguir la secuencia de salud de nuestro comandante presidente. Y en el momento que nos encontrábamos recibiendo parte, acompañando a su hija, a sus hermanos, a sus familiares, recibimos la información más dura y trágica que podamos transmitir a nuestro pueblo. A las 4:25 de la tarde de hoy, 5 de marzo, ha fallecido el comandante presidente Hugo Chávez Frías. Los que mueren por la vida no pueden llamarse muertos. Y a partir de este momento es prohibido llorarlos. Que se callen los redobles en todos los campanarios. Vamos, cumpa, carajo, que para amanecer no hacen falta gallinas, sino cantar de gallos. Ellos no se luego de batallar duramente con una enfermedad durante casi 2 años, con el amor del pueblo, con las bendiciones de los pueblos y con la lealtad más absoluta de sus compañeros, compañeras de lucha, y con el amor de todos sus familiares. ¡Viva la patria! Canta, canta, compañero, que tu voz sea disparo, que con las manos del pueblo no habrá canto desarmado. Comandante, donde esté usted, gracias, 1000 veces gracias por parte de este pueblo que usted protegió, que usted amó y que nunca le falló a usted. Y ustedes terminarán la faena, porque les toca a ustedes terminarla. Nosotros la hemos iniciado, pero el tiempo no nos va a dar. ¿Y qué importa? Así son los procesos.
Así son los tiempos. Yo ¡viva el socialismo! ¡Viva la patria libre venezolana! Nosotros como venezolanos hemos sufrido mucho en los años anteriores, pero vino este señor militar que se llama Hugo Chávez Frías, comandante, vino de una escuela militar y se hizo presidente. Entonces todos esos poderes que habían, que a nosotros nos tenían pisoteados, los más pobres, pues nosotros la gente humilde, él con todo lo que hizo por nosotros, nos reinvivió. ¡Con Chávez y Maduro! Tuve la oportunidad de hablar con el presidente Chávez, una oportunidad, y le dije: presidente, yo tengo una gran necesidad, porque todos le pedíamos cosas, y mi necesidad era decirle a sus ojos que en nombre del pueblo, él es el libertador del siglo XXI, y gracias a Dios se lo dije en vida. Y lo que más me gustó de la experiencia fue su mirada de humildad. Su mirada, bajó su mirada, me besó la mano y dijo: lo comenzamos y ustedes lo tienen que terminar. Chávez vive, la lucha sigue. Chávez vino a cumplir una función, a cumplir un ciclo. Y bueno, Dios decidió que hasta este momento Él iba a estar en esta tierra, y esto nos debe dar a nosotros aliento y fuerza para continuar con esto. Esto es como una prueba, realmente, esto es como una prueba. Además de todo el dolor y toda la tristeza que cada uno de los venezolanos puede sentir, es como una prueba de que demostremos por sobre todas las cosas si vamos a continuar con ese legado que Él nos dejó. Y por supuesto que lo vamos a continuar. ¿Y vas a votar por Maduro? Por supuesto que voy a votar por Maduro. Y nadie me pagó para estar aquí. Yo creo que a ninguno. ¿Ustedes les pagaron? No. Para que no vengan a decir que nos pagaron y no volverán. Vestida de garza blanca, la brisa de la mañana trajo en el arpa viajera para celebrar contigo el día de tu cumpleaños, mi muchachita llanera. Vestida de garza blanca, la brisa de la mañana trajo en el arpa viajera para celebrar contigo el día de tu cumpleaños, mi muchachita llanera. Y como no, te traje nada más digno de tu belleza que regalarte, mi amor Chávez, para que vivas conmigo en la sala de un romance. Aquí, mi comandante, te traje mi corazón.
De retour sur la libre antenne, donc voilà pour cette dernière partie, donc toujours accompagné de Vincent Lapierre, donc spécialiste et économiste, hein, donc non, il faut quand même le préciser, diplômé d'un doctorat en économie, donc ta thèse portait sur le Venezuela et la Colombie, sur le système de santé, donc tout à fait, c'est ça. Donc voilà, spécialiste de ces questions-là. Alors on a des questions sur le chat. Alors pour ceux qui nous ont demandé, voilà les différences entre Chavez et Maduro, bon c'est des questions qu'on a déjà évoquées tout à l'heure. Il faudra regarder la VOD pour qu'on y réponde. Hein. Donc rendez-vous bien sûr sur le site pour la VOD. Alors il y a peut-être une dernière question auquel on pourrait répondre, c'est par rapport un peu à la mort d'Hugo Chavez. Beaucoup de gens se posent la question, est-ce que, évidemment ça c'est conspirationniste, est-ce qu'il a été assassiné? Qu'est-ce qui s'est passé, Chavez? Alors Chavez, moi je pense qu'il a été assassiné, que son cancer lui a été inoculé d'une façon ou d'une autre. Pour ça, en fait, il suffit de regarder l'histoire déjà l'histoire des grands leaders sud-américains qui ont émergé. Hein. Ils sont tous fait quasiment assassinés, les plus dangereux d'entre eux. Donc là, en l'occurrence, c'est un cancer, donc la méthode a changé, mais je pense que... D'ailleurs, Chavez lui-même, dès qu'il a su qu'il avait le cancer, c'est Fidel Castro qui lui a appris, tu as une tumeur cancéreuse. Chavez s'est enfermé dans sa salle de bain, il s'est mis à pleurer, il lui a raconté, et immédiatement, tout de suite, il a pensé, on me l'a inoculé. C'était sa première intuition. Et en fait, ça s'est vérifié, vérifié, Maduro a dit du moins qu'il avait des preuves, qu'il fallait analyser, mais qu'il avait des preuves selon lesquelles ce cancer avait été induit. D'une part, parce que c'est un cancer avec qui a connu une croissance inconnue, que les médecins n'arrivaient pas à comprendre. Il a eu une évolution apparemment très très rapide et que ça sortait des cadres normaux classiques des cancers de cette zone pelvienne. Donc le niveau des hanches, quoi. Enfin, on ne sait pas trop exactement exactement quel était son cancer, mais on peut imaginer qu'effectivement une matière radioactive sous une chaise, par exemple aux Nations Unies, ait pu provoquer ce cancer. C'est parfaitement possible. Sachant que Chavez le disait lui-même d'ailleurs dans une intervention publique, ils sont 5 à avoir eu le cancer sur une période très courte. Ça c'est vrai. Ils étaient 5, donc Dilma Rousseff, Kirchner, le président paraguayen qui a été renversé par un coup d'État constitutionnel, et puis Chavez et un autre, je ne me souviens plus qui, mais en gros ils sont 5 à avoir eu un cancer. Il disait que d'un point de vue statistique c'était impossible que ça arrive, et que donc et puis que d'ailleurs en fait les États-Unis avaient déjà testé des armes comme ça biologiques sur des populations entières, par exemple au Nicaragua dans les années 50, où ils ont inoculé des maladies vénériennes, la gonorrhée et d'autres maladies, à des populations entières. Donc moi, étant donné le niveau de vie que peuvent atteindre ces gens, moi je pense que c'est très probable qu'ils aient inoculé le cancer à Hugo Chavez. Je veux dire que s'ils développent une technologie pour tuer les gens par une maladie, s'ils ont développé cette technologie, ils ne pouvaient l'utiliser que sur une personne comme Hugo Chavez. C'était la première personne à éliminer de cette façon, c'était lui. Et moi je pense qu'ils ont le niveau technologique pour faire ça, clairement. D'accord. Donc pour le cancer... Donc la mort d'Hugo Chavez restera encore donc quelque chose encore à élucider. À élucider, sauf si Maduro sort les preuves qu'il dit détenir. D'accord, parce qu'il le prétend, qu'il dit j'ai détient des preuves. Face caméra, il dit voilà, moi j'ai des preuves, mais bon, on fait nos analyses, machin, pour être sûr de notre coup. Alors, voilà un peu les questions, ça a parlé. Voilà. Donc, on va laisser les gens débattre un peu parce qu'il y en a certains qui parlent de Laurent Louis, le député belge. Je connais pas bien. On se bat un peu pour savoir qui pourrait être on va dire le modèle français. Non, mais je pense pas qu'il faille raisonner de cette façon. Et je crois que je pense que le Chavez français, c'est que chacun d'entre nous, vous à Meta TV, moi avec ce que j'ai fait pour les vidéos de Chavez, et ce que je fais avec les documentaires, et ce que je ferai encore, parce que je ne l'ai pas dit, mais je suis en train de développer un site de traduction des résistants à l'Empire qui s'appellera lesvoixdelarésistance.com, où je vais essayer de fédérer un groupe de traducteurs militants et amateurs comme moi, comme je l'ai été, et de traduire Ahmadinejad,
traduire les discours de Kadhafi, même rétrospectivement, c'est pas grave. Bien sûr. Traduire Poutine, traduire ces gens, tous ces gens qui sont en fait les alliés de Chavez, pas ceux de Mélenchon, et qui sont les résistants à l'Empire actuel, et dont on n'entend pas la voix en France, tout simplement parce que les médias dominants ne les traduisent pas. Ouais. À juste titre d'ailleurs, puisque ce serait contradictoire de les traduire par rapport à leurs intérêts. Donc du coup, moi je suis en train de monter ce site, cette plateforme de traduction des résistants à l'Empire. D'ailleurs, j'invite tous ceux qui veulent m'aider à me rejoindre, et donc on va faire ça. Et donc du coup, le Chavez français, ne le cherchez pas ailleurs en fait qu'en vous-même. Soyez vous-même un Chavez français, essayez du moins de l'être. Prenez Chavez comme exemple, prenez qui vous voulez comme exemple, prenez les meilleurs dans le monde, et essayez de vous élever à leur niveau. Alors je sais très bien que le niveau de Chavez est immense, parce que lui, il a une bonté extrême, mais on a dit tout à l'heure, c'est quasiment le Christ au pouvoir, Chavez. Il parlait d'amour. Moi je suis vraiment pour qu'on parle d'amour en politique en France. Parce que l'amour, moi quand je dis ça, les gens se moquent de moi, mais moi je crois vraiment... parce que c'est devenu ridicule. C'est devenu ridicule. Tellement la ouais. société est cynique. Oui, voilà. Mais non, mais pas du tout, il faut parler d'amour. Chavez disait à son peuple très régulièrement, les larmes aux yeux, des sanglots dans la voix, je vous aime, je me consume pour vous, il le disait. C'est par amour que j'ai fait tout ça, par amour. Il disait par amour pour les arbres et les rivières, je me suis fait peintre. Par amour pour le sport, j'ai joué du baseball. Par amour pour ma patrie, je me suis fait soldat. Par amour pour mon peuple, je suis devenu président. Donc lui, il le dit. C'est vraiment, et il disait tout ce que j'ai fait, je l'ai fait par amour. Donc c'est vrai que ça peut paraître ridicule. Il y a des gens derrière leur ordinateur, ouais, ce gars il parle d'amour. Mais en fait, en réalité, je crois que le fond de la question, elle est là. Et ça rejoint la question du nationalisme, ça rejoint la question de l'engagement dans l'armée de Hugo Chavez. D'ailleurs, moi-même, je le dis parce que je pense que c'est utile de le dire. Moi, je me suis engagé dans la réserve opérationnelle. Parce que c'est vrai que l'armée française actuellement intervient, c'est une armée impériale. Enfin, même pas une armée impériale, c'est une sous-armée impériale. C'est horrible. Ouais, c'est une armée par procuration. Ça me touche en fait, moi, profondément, que mon pays serve les intérêts de puissances étrangères et qu'en plus aille intervenir, bombarde des peuples étrangers qui nous ont rien fait. Qu'est-ce que nous ont fait les Afghans? Qu'est-ce que nous ont fait les Libyens? Rien, en fait. Et nous, on les bombarde, nous, on intervient chez eux, donc moi, ça me touche profondément, donc moi, je m'engage. Et je pense que ça, c'est un principe chaviste profondément, l'union civico-militaire. Donc je l'applique, en fait, dans ma vie. Je ne fais pas que être sur Internet et je fais une thèse sur le Venezuela, j'essaie de traduire Chavez, j'essaie de traduire d'autres résistants à l'Empire, j'intègre l'armée. Donc tout ça, ce sont des choses qui comptent, il faut que chacun, en fait, le Chavez français, c'est nous tous qui agissons comme ça. Donc moi j'ai un profond respect pour vous à Meta TV, parce qu'en fait, vous aussi vous êtes des Chavez français. Merci. Avec ce que vous faites. Pour nous, c'est un compliment. C'est une évidence en fait, parce que Chavez, s'il était en France, à côté de nous, là, il ferait comme nous, en fait. Il ferait ce que tu fais, il ferait ce que je fais, il ferait ça. Moi, c'est pour ça que moi, je dis, ouais, Chavez, c'est Soral, Chavez, c'est un tel, Chavez. On est tous, en fait. Chavez, Soral développe des idées intéressantes, tout comme Étienne Chouard, tout comme... Il faut prendre le meilleur de chacun, et voilà, et avec ça, on avance, et on agit dans le concret. C'est ça Chavez en fait. Et quand Chavez dit Chavez, c'est toi aussi petit garçon vénézuélien, ben moi j'ai envie de dire en fait, Chavez il pourrait dire également, c'est toi aussi français derrière ton écran qui regarde Meta TV, toi aussi tu es Chavez. Il le dirait, j'en suis sûr. Donc du coup moi je suis pour cette doctrine de l'action. Moi on me dit là, je vois Front National machin, moi je suis du parti de ma conscience. Je suis d'aucun parti, je suis apartisan, je pense que c'est un piège, personnellement. Ceci dit, je peux aussi identifier parmi toute l'offre politique les moins pires, et parmi ces moins pires, il y a ceux qui sont cités là, mais je peux pas dire Marine Le Pen c'est le Chavez français, pas du tout. Ni même que je sais pas qui, Asselineau est le Chavez français, non, je peux pas le dire. Je pense que Et Arafat aussi, mais bon, il est mort, hein, je vous le rappelle. Ouais. Alors moi je pense que je suis pour une doctrine de l'action, plus que nous, peuple français, nous agissions. Et là, c'est de là qu'émergera éventuellement un Chavez français. Si ce n'est pas nous tous, ce sera peut-être l'un d'entre nous, je sais pas. Mais en tout cas,
il faut voir aussi, donc là en fait on revient un peu à la diabolisation d'Hugo Chavez. Parce qu'en fait, Ah bah ça, oui. c'était ma conclusion, maintenant il Ouais, faut passer à... faut- En fait on voulait passer une vidéo et qui Alors, vidéo très célèbre, parce que c'est une vidéo de débunkage. de débunkage. Alors c'est toi qui avais traduit cette vidéo. J'ai traduit le discours Beaucoup original. de gens ne le savent pas, parce que beaucoup de gens ont vu cette vidéo, hein, je te garantis, nous les premiers d'ailleurs, on savait pas que c'était toi le... Ouais, si c'est moi, Chavez. En fait, personne n'a rien fait sur Chavez à part moi en France et Michel Collomb en Belgique. D'accord. Moi, je cherche qui a fait. Qu'on m'explique. Bah au front de gauche, on va voir, mais c'est... Au front de gauche, ouais, bon, au front de gauche, Ils mettent les t-shirts Chavez. Ouais, bon. Mais donc du coup, c'est vrai que Chavez était énormément diabolisé. Et les méthodes employées, qui sont employées contre nous en fait, parce que moi on dit je suis un facho, toi je sais pas. Ah nous aussi, on est En dans risque, la sphère. peut-être même qu'un jour les antifas nous tomberont dessus, c'est possible, pourquoi pas. Mais du coup, ce qui nous arrive à nous, ce qui est rassurant, c'est que ce qui nous arrive à nous, ce qui arrive à toutes les mouvances qui défendent Hugo Chavez et qui partagent son idéologie, c'est arrivé à Hugo Chavez à l'échelle internationale. Chavez s'est fait diaboliser, Chavez, on a menti sur ce qu'il a dit, on a déformé ses propos. Et donc, ça fait partie du combat, c'est la preuve qu'on est dans la vérité, je pense. Et c'est ce qu'on peut vérifier immédiatement avec cette vidéo, cette dernière vidéo, qui s'appelle l'AFP en flagrant délit de désinformation, donc, et qui synthétise un peu ce qui nous arrive à nous. Mais sauf que là, c'est pour un président à l'échelle internationale. Alors, grosse manipulation de l'AFP C'est une grosse sur ce manipulation. coup-là. Mais en fait, l'AFP, elle est du niveau qu'on pas bien, vit nous, ça. en fait. Parce que quand on dira que moi je suis un facho, c'est la même chose que quand l'AFP dit que Chavez veut bombarder les États-Unis. Voilà. C'est un Et mensonge. puis c'est un montage absolument grossier, parce que pour tout te dire, j'avais déjà vu, alors moi par exemple, j'avais vu cette vidéo en entier, hein, ce discours de Chavez, que tu avais certainement traduit, puisque c'était un discours qui était traduit. Et j'avais donc vu cette vidéo, et évidemment quand j'ai vu arriver cette vidéo de l'AFP, tout de suite, je suis tombé sur ma chaise en me disant mais c'est pas possible, ils ont pas osé faire quelque chose d'aussi grossier et puis en plus aussi démontable, tellement facilement démontable, tellement c'est facilement démontable. Et en même temps, si je l'avais pas fait, voilà. En fait, c'est une somme de petites actions Ouais. qui font que tous ensemble on arrive à mettre fin à ces mensonges. Bien sûr. Moi, si j'avais pas fait cette vidéo, parce que l'AFP était obligée de modifier sa vidéo. Elle l'a modifiée par 2 fois. Ouais. Mais si j'avais rien fait, personne n'aurait mis la pression Bien sur sûr, l'AFP. bien sûr. Ouais. Bien sûr, le clip, il a été acheté par des grandes chaînes qui ont dû le diffuser tel quel. Parce que c'est ça, l'AFP. Ouais. Et moi, ils n'ont pas fait de rectification sur ceux qu'ils ont vendus. Mais du coup, quand même, ils ont eu l'impression. Ils ont eu l'impression, oui. Et puis ils ont gens- rectifié, effectivement. Et puis cette vidéo, elle est utile parce que des gens se rendent compte de l'écart qu'il y a entre la vérité et ce qui est dit à la télé. D'ailleurs, la télé, il faut impérativement que les gens se rendent compte qu'il faut la foutre à la poubelle. La faire exploser, il faut en finir avec ça, quoi. Chacun, déjà, chez soi. Ça, c'est de l'action, ça. Ça, c'est le Chavez français. Ouais, on va regarder juste cette vidéo, donc je crois qu'on va se quitter après, ou tu veux qu'on se quitte tout de suite, c'est toi qui décides, on va revenir Écoute, on se après. quitte, Alors, comment on regarde, on Non, les laisse Bon, alors, dans ce cas, on se quitte, on va vous laisser regarder la vidéo quand même, un débunkage en règle, donc d'une manipulation où l'AFP se fait prendre la main dans le sac, littéralement, en flagrant délit de manipulation. Bien sûr, et puis alors moi j'attends toujours ce débat avec quelqu'un du front de gauche. Et on attend toujours le débat. Qui viennent défendre Chavez avec son logiciel et moi avec le mien. Et puis voilà, on aura un débat. Voilà, ce sera très intéressant de débattre et d'opposer, on va dire. Si je suis un facho, ce sera facile de le démontrer. Parce que ça voudrait dire que je suis raciste, que j'ai des limites qui sont facilement identifiables. Donc si je suis un facho, venez débattre avec moi. Et puis vous démontrerez que je suis un facho, tout simplement, ce sera facile. Voilà. Donc l'invitation est lancée en tout cas. Il y en a qui nous ont entendu pour la traduction. On nous parle de traduction en créole. Bah, vous voyez, c'est sympa. Il n'y a pas beaucoup de Chavez qui s'expriment en créole, mais bon. Mais Césaire, un grand auteur, lui est en français, comme Frantz Fanon. Alors bon, en créole, envoyez-nous, peut-être ils ont des vidéos de créole qui sont intéressantes, en tout cas on les attend. Donc voilà, on va se quitter donc sur ces belles paroles. Merci Vincent d'être venu à la Libre Antenne. Merci à toi de m'avoir invité, merci à toute l'équipe de Méta TV. Voilà. Merci à ceux qui ont le courage de suivre pendant 3 heures
une conférence, enfin mon intervention quoi. Donc, il y en a qui veulent pas que tu partes, hein. Ne quitte pas, j'ai ma soirée et tout. Tu dois avoir quelques fans quand même. Hein. Nous lâche pas, merde quand même. Il y a plein de gens qui veulent que tu restes. Tu vois, Chavez disait, me voy, pero volveré. Pero volveré. Je reviendrai, voilà. Je m'en vais, mais je reviendrai. Ok, donc, donc voilà. Nosotros también, hein. Voilà. Donc, hasta la vista, hasta la próxima, no sé si se dice en español, pero vamos a ver otra vez a lunes. C'est comme ça. Comment? Lunes, pour dire lundi. El lunes. El lunes. El lunes a la 21. La 20... Hasta... De las 9, desde las 9. Sí, de las 9. Hasta la medianoche. Hasta la medianoche. Está bien. Está Lundi bien. prochain. Lundi prochain, de 21h à minuit. Voilà, on vous fait la traduction en direct parce que bon. On fera le sous-titrage. Voilà, on fera le sous-titrage en direct. On vous laisse découvrir cette vidéo donc de manipulation absolue, hein, l'AFP la main dans le sac, débunkage par Vincent donc sur cette vidéo de Chavez et d'Ahmadinejad qui ils ont essayé de nous faire passer Chavez pour un espèce de fou absolu, voilà, qui veut bombarder les États-Unis. Voilà. Un fou excentrique, bien sûr, Chavez est un fou excentrique. Donc voilà, le ridicule, heureusement, ne tue pas pour l'AFP. Nous, on se retrouve lundi, comme d'hab, 21h minuit sur metatv.org. Voilà, ce week-end, alors voilà, pour juste le programme du week-end, on va continuer avec, après, de la musique, beaucoup de musique, puisque déjà, il y aura, après la vidéo, il y aura mon morceau favori, Marc Anthony et Tito El Bambino, voilà, le petit plaisir. Et en plus, ça tombe bien, c'est Porque les Mientes. C'est de la salsa. Donc voilà, c'est de la salsa, ça va très bien avec ce qu'il y a avant, Porque les Mientes. Hein, et on enchaînera après avec beaucoup de musique. Et demain, après-midi, dimanche culture, ce sera les Rois Maudits. On vous passe toute la série pendant des heures. Vous allez voir tous les Rois Maudits, voilà, pour mettre un peu en relation avec l'émission qu'il y avait eu ici même avec Alain Benajam qui nous avait fait un exposé sur les Rois Maudits. Comme ça, vous comprendrez un peu mieux encore cette histoire de Rois Maudits. D'ailleurs, je salue Alain parce que je sais qu'il doit le regarder ce soir, donc on lui fait une dédicace. Voilà, donc on se retrouve lundi. Voilà, bonne soirée à tous. Merci encore Vincent. Bonne soirée à vous. Voilà, hasta la vista. A vous la régie. Hasta siempre. Hasta siempre. La révolution. Ahmadinejad et moi, depuis le perron du palais présidentiel, viseront Washington avec des canons et des missiles. Parce que nous allons attaquer Washington. Dicen los voceros del imperialismo و متاسفانه سخنگوهای یا ایادی امپریالیسم اشاره میکنن. Dicen los medios de comunicación del imperialismo وسایل ارتباط جمعی وابسته به امپریالیسم اصرار دارن. y lo repiten como loros sus lacayos en estos países. و خیلی ها در عرصه داخلی متاسفانه ایادی امپریالیسم اصرار دارن و ادامه میدن صحبتاشون رو. Que Irán está en Venezuela. که ایران به ونزوئلا آمده، حضور داره در ونزوئلا. Que Ahmadinejad está en Caracas. که احمدی نژاد در کاراکاس پایتخت ونزوئلاست. Porque en este mismo instante a las 2:30 de la tarde چرا که در همین ساعت که الان 2:30 بعد از ظهر است، vamos Ahmadinejad y yo آقای احمدی نژاد و بنده casi que desde los sótanos
de Miraflores که میریم در واقع داخل کاخ میرافلورس a afinar la puntería rumbo a Washington در زیرزمین این کاخ دنبال این هستیم که y هدفگیری بکنیم que van a salir de aquí unos cañones muy grandes و از اینجا با این هدفگیری یک سری در واقع خمپاره به طرف y unos misiles و یک سری موشک porque vamos a atacar Washington. دنبال این هستیم که حمله بکنیم با این موشک ها و خمپاره ها به واشنگتن. Casi que eso es lo que están diciendo. در واقع تقریبا چیزی است که اینها ادعا میکنن. O que estamos debajo de esa colina donde están los periodistas allí y las periodistas. و در واقع در همون نقطه‌ای که خبرنگاران مستجمع هستند Supuestamente eso se va a abrir así. در واقع فرضاً این باز میشه این منطقه‌ای که دوستان هستن جمع هستن Y una gran bomba atómica و saldrá. از اونجا بنا هست که در واقع طبق ادعایی که دارن از همونجا یک بمبی رو ما در واقع هدایت بکنیم. Casi que eso están diciendo. تقریبا چیزی که ادعا دارن میکنن. Para reírnos, و pero para estar alertas también. ما همه ملت ها رو دوست داریم. Nosotros amamos a todos los pueblos. حتی ملت آمریکای شمالی که زیر سلطه رهبران زورگو در حال دست و پا زدن هست. Incluso al pueblo estadounidense que está bajo el dominio de los arrogantes sufriendo. ما در کنار همه ملت ها هستیم. Estamos junto con todos los pueblos. برای دستیابی به حقوق مسلمشون. Para que puedan conseguir y lograr sus derechos indispensables. اما سلاح ما منطقه. Pero nuestra lógica, nuestra arma es la lógica. سلاح ما فرهنگه. Nuestra arma es la cultura. سلاح ما ارزش‌های انسانی و انسانیت است. Nuestra arma es los valores humanos. سلاح ما کار و تلاش و خدمت به محرومین و مظلومین. Nuestra arma es hacer un gran esfuerzo y trabajar para reivindicar los derechos de los sufridos y desheredados. سلاح ما محبت و دوستی است. Nuestra arma es el amor, la cariño y la amistad. بر این اساس ما همیشه در کنار هم خواهیم. Cómo amo yo esta tierra. Gracias, Dios mío, por permitirme seguir transitando esta tierra y abrazando a este pueblo heroico del Guárico de Venezuela. ¿Cómo que dice esa canción? Esa que dice: la luna anoche traía una cara muy risueña. La luna anoche traía una cara muy risueña, pues de San Carlos venía de ver a la cogedeña. Y entonces, dice así: de Apure los horizontes. ¿Tú eres apureña? Viste, te das cuenta. Dice así: lo que pasa es que tengo gripe, estoy muy ronco, pero esa canción es bellísima. De Apure los horizontes, de Barinas los palmares, de Portuguesa los montes, oye mi negra, de Guárico los cantares. Que cante Cristóbal.